93.1. Taxi FM. Le monde en une radio. Une heure de vérité. L'actualité politique passée à la loupe tous les mercredis de 15h05 à 16h sur Taxi FM. Un débat sans passion et sans tabou sur les faits marquants de l'actualité politique au Togo. Une heure de vérité. Hugues Vignon-Atikpo et ses invités dans le débat politique du mercredi sur Taxi FM. Au moment où la situation politique au Togo est caractérisée par le statu quo, nous donnons la parole à des citoyens togolais qui ont aussi leur point de vue à donner sur la crise qui secoue notre pays depuis qu'une partie des Togolais a décidé de battre le pavé de façon régulière ces derniers moments pour réclamer la mise en œuvre des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Bonjour, bienvenue dans le débat politique de ce mercredi sur Taxi FM, la 93.1 et sur le www.radiotaxifm.tg. Notre invité aujourd'hui ce mercredi, Dr Kodjovi Obenton. Il est le président du mouvement Nouvelle Vision. Monsieur Kodjovi Obenton, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce décryptage de l'actualité politique du Togo. Je vous en prie et bonjour et bonsoir à tous les auditeurs. En juin 2015 et contre toute attente, vous prenez l'engagement lors d'une rencontre avec la presse de vous impliquer plus activement dans les questions de développement de votre pays. En clair, vous avez voulu joindre vos voix à celles de vos compatriotes qui parlent déjà des questions politiques dans le pays. Alors, ma toute première question, pourquoi cet engagement politique alors qu'on sait que vous êtes beaucoup plus à fond dans le domaine culturel? Merci beaucoup pour la question. Je dirais que ce n'est pas, au fait, mon engagement politique n'est pas une chose spectaculaire. C'est une suite logique de ma conviction, de ma disposition, de ma foi et de ma passion à devenir un outil pour ma génération. Donc, je suis engagé dans le secteur du développement pour longtemps. Aujourd'hui, j'ai vu la nécessité de m'impliquer sur le champ politique pour atteindre un objectif que je me suis fixé. Et ce n'est rien d'autre que participer au développement, au bien-être de ma génération. Donc, mon engagement politique se justifie par le fait que j'ai jugé nécessaire d'utiliser cet outil pour atteindre cette destination. Mais vous le faites déjà aussi bien dans le domaine culturel où vous accompagnez des artistes. Vous avez quand même initié beaucoup de projets sociaux. Est-ce que dans ce domaine culturel-là, vous n'apportez pas aussi assez pour le mieux-être de la population? Je serais satisfait si, déjà, en restant dans le domaine de développement, je ne suis pas au parfum ou bien je ne vois pas une crise socio-économique qui se lève dans mon pays dû au fait que la jeunesse manque d'opportunités, la jeunesse manque d'emploi. Donc ceci veut dire justement qu'il reste toujours beaucoup à faire et que ce que nous sommes en train de faire, oui, ça peut être apprécié par d'autres, mais notre ambition est plus grande que ça. Et c'est une ambition qui, je dirais, devient une mission de se sacrifier pour voir finalement cette jeunesse porter le flambeau de la joie, cette jeunesse être en mesure de s'égayer, de vivre librement dans son pays. Donc je pense que bien sûr, à travers la Togolese Foundation, nous avons fait beaucoup de pas, mais il reste beaucoup à faire encore. C'est pourquoi nous sommes engagés ainsi. Alors, de Togolese Foundation, on est arrivé au mouvement Nouvelle Vision. On va dire que vous avez franchi un palier de plus. Politiquement, vous voulez, vous êtes de quel bord? Parce que quand vous engagez politiquement, vous devrez être forcément d'un bord. Vous devez vous inspirer d'une certaine idéologie. Comment on peut vous percevoir? De quel bord politiquement vous vous sentez le plus proche? D'accord. Je pense que le changement de Togolese Foundation à Nouvelle Vision
n'a pas empiété sur le changement de ma vision, de ma conviction, ou bien de ma mission pour ma génération. C'est toujours la même détermination, la même poursuite. Et seulement que les outils, les instruments qui s'avèrent nécessaires, on les saisit au moment opportun. Donc, je ne pense pas que j'y mais c'est que je suis sur la voie d'atteindre cette finalité. Et la question de savoir de quel bord je suis, j'aime beaucoup cette question, mais la meilleure chose que j'aime à travers cette question, c'est au fait de prouver à tout le monde que quand les gens parlent de bord, et ils se limitent à deux bords, c'est-à-dire un bord pro-gouvernement et un bord pro-opposition. Et de mon analyse et de ce que je vois, ce que j'analyse, ce que je poursuis, je vois qu'il y a un bord très important qui est souvent ignoré, et c'est le bord du peuple. Et ce bord du peuple est un bord qui peut tirer le meilleur des deux bords que nous avons précités pour pouvoir accomplir une mission donnée. C'est-à-dire c'est le bord qui s'occupe plus du bien-être de ce peuple. Donc je suis du bord du peuple. Et quand je suis du bord du peuple, ça voudrait dire que je m'engage, je soutiens tout ce qui apporte, tout ce qui contribue à la création du bien-être de ce peuple. Et je me pose, ou bien je cherche à aménager, à arranger tout ce qui freine l'évolution du peuple. Et quand je parle de l'évolution du peuple, je parle du bord du peuple. Je voulais bien sûr parler de tout ce qui peut contribuer à la création du bien-être du peuple. C'est vrai aussi, quand on parle du peuple, des fois c'est une idée aussi galvaudée parce que beaucoup parlent au nom du peuple, mais de quel peuple justement il s'agit, on n'arrive pas réellement à cerner cela de la part des politiciens. Alors, il y a de cela 1 ou 2 ans, on a vu Dr Obenton candidat à l'élection présidentielle de 2020. Est-ce que c'était un fake news? Est-ce que c'était une façon de préparer l'opinion de votre entrée sur la scène politique? On a quand même vu sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'était quand même une vraie information ou bien c'est juste un truc que vous avez lancé dans la masse pour peut-être préparer l'opinion pour votre entrée sur la scène politique? Je n'agis pas si je ne suis pas convaincu. Et c'était en décembre que j'ai jugé bon, après de profondes analyses sur ce qui se passe, sur la situation de mes frères et sœurs, sur la situation de la jeunesse, sur la situation judiciaire, la situation de l'emploi, la situation sanitaire, la situation de l'éducation. Je me suis senti c'est-à-dire j'ai eu ce désir, cette utilité de dire ou bien de voir que j'ai besoin d'un outil de plus. Et cet outil n'était rien d'autre que la magistrature suprême pour pouvoir atteindre ma vision. Donc ce n'était pas un fake news, c'était ce que j'ai pressenti, c'était ce que je poursuis en tant qu'un outil pour atteindre un objectif donné. Et cet objectif, comme je l'ai toujours répété, c'est de pouvoir créer ce bien-être pour ma génération. Mais encore que 2020 aussi, c'est proche, mais c'est loin. Il y a encore 3 ans, il faut déjà préparer le terrain, préparer les esprits pour, disons, mettre toutes les cartes, toutes les chances de votre côté. On sait que c'est un mouvement Nouvelle Vision. Est-ce que vous allez demeurer toujours dans ce mouvement-là ou bien peut-être que vous allez peut-être muter en un parti politique, vous allez avoir des fédérations sur toute l'étendue du territoire. Certainement que vous avez un plan stratégique à développer à court, à moyen, à long terme. Justement. Et d'abord, si j'ai opté pour un mouvement politique, ça avait une raison spécifique. Parce qu'un peu partout, quand je vois la situation de mon pays, quand j'analyse un peu la situation des jeunes qui finissent leurs éducations, qui ont leurs diplômes et qui cherchent d'emploi un peu partout et qui ne trouvent pas, des jeunes avec des compétences très compétitives qui sont sur les émigrants, des jeunes ou bien des mamans dans les marchés qui ont vu leurs produits brûlés et qui n'ont même pas un fonds pour recommencer leur commerce, des jeunes qui se promènent un peu partout avec
beaucoup d'aptitudes, mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Je me suis dit qu'il y a nécessité d'agir. Et cette nécessité d'agir m'a poussé à développer un plan. Et ce plan est basé sur la communion des forces de tous côtés pour pouvoir créer le bien-être dont on a besoin. Donc je me suis dit que quand je prends par exemple les partis, le parti au pouvoir, je prends les partis de l'opposition et les autres partis politiques, il y a beaucoup de jeunes dans tous les partis qui souffrent. Il y a beaucoup de jeunes dans tous les partis qui manquent d'emploi. Il y a beaucoup de jeunes dans tous les partis qui ont besoin des terrains de compétition pour pouvoir s'éclore. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer un mouvement qui est basé sur le réel, sur le concret, un mouvement qui est basé sur le développement personnel, qui permet aux jeunes Togolais de savoir que le développement ne viendra pas d'ailleurs. Le développement n'est pas lié au parti dont vous êtes partisan, mais c'est lié plutôt à ta décision, à ta détermination de réussir et au plan que tu mets sur pied pour pouvoir atteindre ta destination. Et quand nous avons commencé la nouvelle vision, je me suis basé sur un exemple très palpable où j'ai essayé de faire un peu le sondage au niveau des jeunes. Et je les demande souvent, comme vous l'avez dit, avec la Togolese Foundation, avec les voyages des artistes et autres, beaucoup de jeunes s'approchent de moi et me demandent si je pourrais les aider au niveau du voyage et de faire ceci, de faire cela. Arrivé à un moment, je me suis dit, je suis certain que je ne suis pas un expert de l'immigration illégale. Et tout ce que je faisais, c'est de donner aussi un appui à la culture togolaise, se baser sur cette culture togolaise pour pouvoir arriver à destination, arriver à transformer les jeunes, arriver à inciter la diaspora à venir en aide à la population locale. Donc j'ai su déjà au début que je ne pourrais pas aider les gens à partir et que ce n'était même pas mon intention. Et j'ai posé une question. Je dis, si aujourd'hui on demandait à tous les Américains de quitter les États-Unis sans prendre quelque chose sur eux et de venir rester au Togo, en supposant que la situation ou bien la superficie n'est pas problème. Et on demandait à tous les Togolais de sortir du Togo et d'aller aux États-Unis, y compris même le président. Et on replace ces jeunes qui demandent souvent à aller en exil, de faire un choix. Est-ce qu'ils vont suivre ces Togolais qui vont aller aux États-Unis ou bien ils vont rester au Togo où les Américains, y compris leur président, viendront? Je vous le jure qu'à 99,99%, les jeunes vont te dire que nous allons rester ici. Et quand tu leur demandes pourquoi, parce qu'ils disent, ce sont les Américains qui ont construit les États-Unis. Et quand ils vont venir aussi au Togo, ils vont reconstruire le Togo. Ce qui veut dire, ce qui me rassure, que le développement est primordialement mental et que ce développement ne peut se faire voir que lorsque le Togolais est développé dans sa mentalité. Donc le travail qui incombe la jeunesse aujourd'hui, c'est de pouvoir changer cette mentalité, c'est de pouvoir aider ces jeunes à se voir capables et à prendre acte et à arriver à destination. Donc c'est ce qui nous a poussé à dire, tiens, le problème qu'on a aujourd'hui n'est pas tellement lié à là où on vit, mais c'est lié plus à ce qu'on pense, à ce qu'on croit. Donc il faudrait changer cette mentalité pour que chacun de nous comprenne que nous pouvons capitaliser sur ce que nous avons autour de nous. Nous pouvons faire quelque chose quand nous serons ensemble. Nous pouvons arriver à destination quand nous investissons ensemble. Et quand nous sommes sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est de là que nous avons eu l'idée de créer ce mouvement à travers tout le Togo. Un mouvement où la politique serait celle basée sur le développement de la mentalité, le développement des jeunes, le changement de mentalité pour que chacun de nous sache que oui, nous pouvons faire quelque chose si nous y mettons. Alors, le mouvement a déjà beaucoup d'adhérents? Je dirais, pour le moment, nous avons beaucoup de sympathisants parce que c'est un mouvement, nous avons fait un circuit sur tout le Togo avec des cafés discussions où on a échangé avec la population, avec la jeunesse, sur ce que nous apportions à chacun de nous pour le développement de notre pays. Et nous avons une plateforme WhatsApp, nous avons ouvert l'inscription il y a de cela à peu près 3 mois et nous sommes vraiment très contents de l'ampleur que ça prend parce que ces jeunes commencent à comprendre que
nous sommes là, pas pour leur vendre une politique, mais pour les faire développer une politique. C'est un mouvement qui prend beaucoup. Alors, vous aviez évoqué tout à l'heure l'idée de ces jeunes-là qui veulent tenter l'aventure. On va y revenir dans le courant de cette émission avec ce que l'actualité qui est donc la vente des Noirs comme esclaves en Libye. Mais au lancement, vous disiez que la finalité d'un parti politique n'est pas forcément d'accéder à la magistrature suprême, mais plutôt la vision de voir un peuple s'épanouir. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers cette affirmation? C'est justement ce que j'ai commencé à développer depuis le début. Parce que quand nous avons pensé à créer une nouvelle vision, où nous avons pensé par exemple à la magistrature de 2020, nous nous sommes dit que ce n'était pas la finalité. Que la finalité d'un parti ne doit pas être la magistrature suprême. Parce que si vous arrivez à une finalité, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Vous êtes arrivé à destination. Alors que arriver à la magistrature suprême, c'est là où le travail se situe. Et quel travail? Le travail pour créer le bien-être de son peuple. Donc pour nous, quand un parti politique, un mouvement politique se bat, et ce mouvement se bat pas pour son président ou son représentant de devenir président obligatoirement, mais pour que ceux pour qui ils se battent puissent avoir le minimum possible. Donc c'est pourquoi nous avons dit à ce lancement que la finalité, ce n'est pas d'arriver à la magistrature suprême, mais c'est de créer cette opportunité à la jeunesse de s'épanouir. Donc c'est justement ce que nous voulons dire à travers cette expression que la magistrature suprême ne doit pas et n'est pas la finalité de la nouvelle vision, mais un outil pour atteindre une finalité. Je rappelle que notre invité cet après-midi dans l'émission 1 heure de vérité, Dr Kodjovi Obenton, président du mouvement Nouvelle Vision. Alors l'actualité brûlante depuis le 19 août dernier, l'opposition fait de nouveau appel à la rue pour une contestation populaire. Les partis politiques regroupés au sein d'une grande coalition de 14 partis réclament entre autres le retour à la constitution de 1992, le vote de la diaspora et autres le départ de Faure Gnassingbé du pouvoir, car, dit-il, ayant déjà fait 2 mandats à la tête du pays. D'abord, docteur Obenton, quelle est votre opinion sur la demande de l'opposition concernant donc le retour à la Constitution de 1992? Merci également pour la question. Bon, il y a une chose qui est claire. Si les leaders de l'opposition font appel à la population, et si nous avons vécu, ou bien nous voyons le nombre de personnes qui se mobilisent dans la rue, il est certainement clair que quelque chose ne va pas au Togo. Et qu'un changement est nécessaire, est important. Mais devons-nous dire que les revendications sont vraiment les finalités? Bon, en ce moment, ce serait un peu gauche pour moi de faire une analyse critique des revendications de mes confrères de l'opposition ou bien de mes frères qui se battent également pour le bien-être. Mais permettez-moi quand même de dire qu'au-delà de ces revendications, j'aimerais que nous mettions de point l'accent sur la plus nécessaire de ces revendications. Et c'est quoi? Et la plus nécessaire pour nous, à la nouvelle vision, c'est de pouvoir créer de l'emploi pour cette jeunesse. La jeunesse a faim. Donc pour vous, revendiquer donc, ou réclamer le retour à la Constitution de 1992 n'est pas véritablement une priorité? Je ne dis pas que ce n'est pas une priorité, mais je dis qu'il y a plus important que ça. Il faudrait que tout ce qu'on réclame puisse arriver à une conclusion donnée. Et c'est de cette conclusion-là que je suis en train de parler. Est-ce que ces revendications pourront nous amener là? Bien sûr. Mais est-ce que c'est obligatoire? Peut-être pas. Mais si nous avons la finalité à l'idée, nous saurons comment poser nos pas. Parce que on dit souvent qu'il va loin maintenant sa monture. Là où nous sommes, nous voyons, et justement à travers la proposition de crise que nous avons faite, nous voyons que le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir créer un cadre d'emploi pour absorber cette grande quantité, cette masse de jeunesse qui n'ont pas d'emploi
et qui ont faim. C'est de pouvoir créer un cadre juridique fiable qui peut inspirer même les Togolais de la diaspora à venir investir dans ce pays. C'est de créer un cadre sanitaire acceptable pour n'importe quel Togolais qui, malheureusement, a un problème sanitaire, peut se soigner en confiance dans nos centres de santé. C'est de pouvoir créer un système d'éducation fiable qui prépare à un relève de demain. Donc, ce sont des clés très importants qui sont les points essentiels sur lesquels nous nous basons pour pouvoir poser nos pas. Mais justement, les réclamations peuvent aussi conduire à cette conclusion. Mais comme ce n'est pas au fait la garantie, nous souhaiterions plutôt que le regard soit tourné vers la jeunesse souffrante. Les gens sortent, les gens se mobilisent dans la rue. Pourquoi? Pas obligatoirement à cause de C92. C'est à cause du fait que je finis l'université, j'ai mon diplôme, je n'ai même pas de l'argent pour m'acheter une petite moto pour faire Zémidjan. Je suis là, je regarde ma mère, je regarde mon papa et je n'ai même pas de rêve. Je ne peux rien programmer sur ma vie et parce que je ne vis pas improvisation. Ça doit s'arrêter. Et ça s'arrête comment? Lorsque tous les acteurs comprendront que le plus essentiel, c'est la création d'emplois, c'est la création des cadres de compétition où chaque Togolais compétent pourra s'épanouir. C'est de pouvoir créer ce rêve en ce Togolais pour qu'on puisse au moins vivre, joindre le debout, se loger, se nourrir et se vertir. Alors, une chose est sûre, dans la Constitution de 1992, il y a quand même la limitation du mandat présidentiel à 2, et puis un cadre normatif pour les élections, c'est-à-dire limitation du mandat à 2. Alors, le gouvernement, par le biais du chef de l'État, Faure Essoufou-Dinha Gnassingbé, a quand même accédé à cette requête en proposant donc un projet de loi au Parlement. Est-ce que vous êtes quand même d'accord pour limiter le mandat présidentiel à 2, pour qu'il n'y ait pas un président qui règne éternellement au pouvoir? Ce qui est sûr, dans la norme des choses, même vous qui êtes ici, quand on vous nomme à un nouveau poste, vous venez avec des nouvelles stratégies. Vous voulez contribuer à une évolution de ce qui se faisait là-bas. Donc, une alternance, c'est une condition normative pour une évolution. Donc, je ne pourrais aujourd'hui, je ne pourrais pas dire qu'il n'y a pas de problème, quelqu'un peut rester à vie là-bas. Non. Quand on change, les choses changent. Donc, il est important de changer. Mais moi, ce que je voudrais dire à travers tout cela, c'est que c'est-à-dire, il faut avoir la lutte à l'horizon, la réelle lutte à l'horizon. Donc là, la limitation de mandat, c'est une très bonne chose. Quand on limite et que quelqu'un d'autre vient, en tant qu'un nouveau président, il essaiera de faire ses preuves. Et quand il essaie de faire ses preuves, les retombées de son essai va apporter un bien ou bien un bien-être pour le peuple. Et quand quelqu'un d'autre viendra après 1 ou 2 mandats, il essaiera encore de plus. Et avec l'équipe qui va l'accompagner et autres, vous allez voir que naturellement, le bien-être est distribué. Naturellement, chacun essaie de faire mieux. Naturellement, quiconque est là-bas saura que bientôt quelqu'un d'autre viendra. Il faudrait que je pose de bonnes bases afin que l'autre ne vienne pas voir des dégâts derrière moi. Donc, ce qui contribue à une démocratie évolutive. Donc, je suis partant avec le fait de la limitation de mandat. Allez, l'opposition réclame également le vote de la diaspora. Vous qui êtes un acteur de la diaspora, si on peut le dire ainsi, est-ce que c'est quand même une bonne chose qu'aujourd'hui, la plupart des Togolais de la diaspora aient quand même ce droit de vote? Moi, je pense que c'est aussi une demande légitime. Mais toute la liste de demandes des leaders de l'opposition, pour moi, ce sont des demandes légitimes. Mais ce que j'ajoute à ces demandes, c'est de ne pas perdre de vue l'essentiel. Et lorsque nous sommes autour de l'essentiel, il y a une politique qui pourra se faire après l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, c'est quoi? C'est la création du bien-être pour ce peuple. C'est de pouvoir permettre à chacun de nos frères et sœurs qui ont pris beaucoup d'années pour étudier, beaucoup d'années pour être formés et ont des diplômes, ont des compétences, de trouver du travail.
c'est de pouvoir partager le bien de ce peuple d'une manière équitable pour que chaque Togolais puisse aspirer à devenir ce qu'il veut devenir. Donc quand on arrive à résoudre ce problème, le reste de nos problèmes politiques pourront être résolus. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons dit que notre approche de solution à la nouvelle vision, c'est une solution économique pour résoudre le problème politique. Parce que quand on va résoudre ce problème, d'abord c'est un problème qui va corriger aussi les consciences. Parce que vous voyez, les gens ont tellement souffert dans ce pays que même avec un minimum de 2 millions, on peut acheter la conscience d'un quelqu'un. Ce ne sont pas de bonnes attitudes. Et pour corriger ce genre de choses, il faudrait créer un cadre où le jeune saura que je n'ai pas besoin peut-être d'un sac de riz ou bien d'un bidon d'huile à la veille d'une élection pour voter quelqu'un. Parce que je pourrais aussi joindre les deux bouts si je m'efforce, si je me mets à travailler. Mais est-ce qu'il pourra trouver ce travail? Créons le cadre. Mettons nos jeunes au travail. Donnons-leur de quoi ils ont besoin pour au moins se nourrir et faisons le reste du travail. Alors, quand vous parlez de créons le cadre des solutions économiques à la place donc des solutions politiques, comment est-ce que cela pourra se réaliser si véritablement tous les acteurs n'ont pas la même vision de la chose? Et justement, vous venez de toucher le point. Tous les acteurs n'ont pas la même vision, la même finalité du problème. C'est là nous appelons les acteurs à considérer la même vision, la vision la plus importante, la vision pour laquelle ils reçoivent les mandats de diriger leur peuple. Si vous permettez, je parlerai brièvement de la solution de crise au niveau de la nouvelle vision. Nous avons pensé à une résolution en 3 étapes. Numéro 1, nous avons dit qu'il est important de pouvoir identifier tous les acteurs de cette crise. Numéro 2, de savoir quelle est la finalité de chacun de ces acteurs. Et en 3, voir si on pourra trouver une solution qui va satisfaire les inquiétudes de tous les acteurs et au même moment garantir la continuité de la République. Et c'est après avoir passé l'étape 3 qu'on saura qu'on a un plan fiable, un plan qui pourra être positif ou pas. Donc au numéro 1, nous avons identifié 6 acteurs principaux. Il s'agit du régime UNIR, il s'agit des leaders de l'opposition, il s'agit du reste du peuple, c'est-à-dire la grande masse, il s'agit de la diaspora, il s'agit des multinationales et de l'opinion internationale. Voilà les 6 acteurs que nous avons identifiés. Maintenant, à l'étape numéro 2, quelles sont les inquiétudes de chaque acteur? Quand on prend par exemple le parti UNIR, nous savons qu'il y a deux éléments essentiels qu'on doit toucher là-bas. Numéro 1, c'est la peur du lendemain. À voir ce que la jeunesse a vécu pendant toutes ces années. Et nous sommes très conscients que la jeunesse, ou bien une grande partie du peuple, n'est pas aussi contente du leadership que nous avons vécu depuis ces années. Et que la manifestation qui se fait sentir, qui se fait voir, pourra engendrer des revers violents contre ceux qui partiront ou ceux qui laisseront le pouvoir demain. Donc, la peur du lendemain. Et le numéro 2, c'est le fait ce sont les atouts du pouvoir. Vous êtes au pouvoir, vous gagnez, que ce soit légal ou illégal. Les gens accumulent de la richesse autrement. Donc, les deux choses-là font que c'est difficile pour eux de laisser le pouvoir. Bon, quand on prend les leaders de l'opposition, quelle est vraiment leur motivation? Les motivations, c'est quoi? C'est que le Togo n'appartient pas à une seule famille. Quand vous avez fait depuis plusieurs années et que ça ne marche pas, mais quittez pour que d'autres aussi puissent avoir l'opportunité d'essayer. S'ils peuvent faire mieux ou pas, on ne sait pas. Mais quand même, le pays n'appartient pas à une seule famille. Donc la lutte pour les leaders de l'opposition, c'est d'arriver à une alternance. Maintenant, quand on prend l'acteur numéro 1, le reste du peuple, la grande masse, quand tu demandes à chacun, aux gens qui font la marche par exemple, vous cherchez quoi? Peut-être à la première question, c'est 92. Et après, ça va changer. Et après, c'est-à-dire à la fin, vous allez voir que le jeune va te dire que nous allons trouver du travail pour pouvoir satisfaire nos besoins. Ce qui veut dire que la finalité du troisième acteur qui est le peuple, c'est de pouvoir satisfaire sa faim. Le peuple a faim. Le peuple est dans la misère. Il faut que cette misère-là soit levée. Quand on prend l'acteur numéro 4 qui est la diaspora, quelle est l'inquiétude de la diaspora? Dans la diaspora,
Nous voulons que ça aille mieux au pays. Comme ça, le poids financier que nos frères, nos sœurs, nos familles représentent sur nous soit allégé. Parce que si ça va bien pour mon frère, il ne va pas m'appeler pour dire de payer les collages pour mon petit frère ou bien pour mon neveu et autres. En plus de ça, quand ça va mieux, je pourrais encore investir au Togo pour avoir une autre source de financement ou une autre source de revenus. Donc, ce qui veut dire que la diaspora se maintient dans cette lutte pour que ça aille mieux au pays et que les jeunes soient à l'aise et qu'il y ait un cadre propice d'investissement. Quand on prend les multinationales, vous voyez par exemple, je donne l'exemple du groupe Bolloré qui, selon un article que j'ai lu aujourd'hui dans la Tribune, qui en 9 mois a fait 115% de plus de son chiffre d'affaires. Des gens qui viennent dans nos pays pour investir. Ils investissent pourquoi? Est-ce que c'est pour créer le bien-être de nos pays? Non. Ce sont des investisseurs et la finalité d'un investisseur, c'est de faire de l'intérêt. Donc, ils veulent, au fait, des gouvernements qui durent, qui assurent leurs investissements. C'est-à-dire, en Afrique, nous avons tendance à ne pas avoir la notion de la continuité de l'État. C'est-à-dire, je deviens président aujourd'hui, je commence à changer toutes les équipes, les généraux, les investisseurs, je change tout le monde, je coupe des contrats. Ce qui veut dire que ces investisseurs qui sont là avant moi, n'étant pas vraiment... Où je renégocie aussi les contrats. Justement, mais on n'a pas vraiment cette aptitude de le faire. C'est pas cette aptitude, mais ça semble ne pas être notre motivation. Donc, ce qui fait que ces investisseurs, quand ils viennent, ils préfèrent les gouvernements qui durent afin que leurs investissements soient productifs pour eux. Donc, ce qui fait qu'ils sont là, souvent souterrains. Ils ne se font pas voir, mais ils encouragent les présidents qui durent, ils encouragent les ministres qui durent, les directeurs de sociétés qui durent, afin que leurs investissements soient sécurisés. Et quand on prend l'acteur numéro 6, qui est l'opinion internationale, ils jouent presque le même rôle que les multinationales, mais à une échelle internationale, où il essaie d'équilibrer les échanges internationaux. Donc voilà au fait les 6 acteurs identifiés et leurs inquiétudes. Oui, au même moment, on ne peut pas rassembler ces 6 acteurs autour d'une table. Il faudrait que c'est le gouvernement et les leaders de l'opposition qui se retrouvent autour peut-être d'une table pour assouplir avec peut-être un médiateur ou un facilitateur. Mais vous ne semblez pas prendre en compte cela parce que vous dites que nous, on n'a pas besoin de facilitateur. Justement, ou de médiateurs. D'abord, à votre intervention, vous avez dit on ne peut pas rassembler ces acteurs à table. Pour nous, je crois que c'est une erreur. Parce que le problème ne se situe pas seulement au niveau du parti au pouvoir et des leaders de l'opposition. C'est un problème plus profond que ça. Il va falloir que les gens prennent en compte tous les acteurs impliqués dans cette crise et qu'on trouve une solution qui satisfait vraiment les inquiétudes pour résoudre ce problème à jamais. Alors, qui peut représenter le peuple? Pour représenter le peuple, il y a beaucoup de des institutions de la société civile qui font un travail formidable, qui peuvent représenter valablement le peuple. Pour le gouvernement, ils feront leur choix. Pour les leaders de l'opposition, il y a par exemple le collectif T14. Pour les multinationales, nous connaissons les grands investisseurs de ce pays. Pour l'opinion internationale, nous savons qui sont là. Donc, nous ne pourrons pas dire aujourd'hui que le problème du Togo se situe seulement au niveau de l'opposition et du parti au pouvoir. Parce que, entre ces deux, je vous le rassure, tout ce qu'ils pourront trouver, c'est une solution politique. Et la solution politique, c'est de par exemple, négocier à ce que les élections soient fiables, à ce que quelqu'un ne se présente plus, à ce que tel soit fait. Et à la fin, qu'est-ce que le jeune mécanicien au bord de la route trouvera dans cette solution? Qu'est-ce que la maman au marché qui, depuis plusieurs années, où il y a eu l'incendie au grand marché et qui n'a même pas eu un sou pour recommencer et son business, trouvera dans cette solution? Donc, il ne faut pas perdre de vue le réel problème. Mais vous pensez que si on fait une table ronde avec tous ces acteurs multinationaux, opinion internationale, gouvernement, partis politiques, le mécanicien va trouver son compte à la fin? Justement. Parce qu'à la fin, la solution que nous proposons, c'était l'étape numéro 3. Et je n'ai pas eu la chance de parler de ça, parce que j'ai déjà énuméré les gens. Au point numéro 2, j'ai parlé de leurs inquiétudes. Au point numéro 3, c'est de pouvoir trouver la solution qui résout les inquiétudes de tout le monde.
Et cette solution, c'était quoi? Pour nous, à la Nouvelle Vision, nous avons dit que de 2018 à 2020, tout le jeu peut être joué. D'abord, au numéro 1, on demande à ce que les grands et réels chantiers soient ouverts dans toutes les préfectures. C'est-à-dire, on prend par exemple à Nero, il y a la construction des ports de poissons, quelque part dans la préfecture de Zio, il y a une cimenterie, quelque part la construction des hôpitaux, quelque part. Et on commence par absorber la main-d'œuvre togolaise. Ça, c'est le point numéro 1. Au point numéro 2, on ouvre la gouvernance de ce pays à toutes les compétences, surtout aux compétences des leaders de l'opposition. C'est-à-dire, on fait un gouvernement d'union nationale justement basé sur la compétence. C'est-à-dire, ce n'est pas un gouvernement de remerciement ou un gouvernement politique. On te voit par exemple en tant qu'un leader de l'opposition qui a une compétence dans tel domaine. Et on te place, je prends l'exemple de l'éducation ou bien de la santé. On prend quelqu'un qui devient, par exemple, le ministre de la Santé. Et ce ministre, ayant l'ambition de gouverner ce peuple, peut-être à partir de 2020, durant ces 2 ans qu'il aura à cerner son domaine, cherchera à faire des réformes d'abord profondes, des réformes réelles de ce domaine pour que son travail puisse être productif, puisse être réel, puisse être applausif. Vous pensez qu'en 2 ans, il pourra tout faire? Pas tout faire, mais il va lancer les bases d'un bon développement. Parce que, ça dit, le changement, ce n'est pas un appui de bouton. Donc, quand on mettra, par exemple, ces gens de compétences dans leur domaine et qu'il y aura un engouement de compétition de compétences, durant ces 2 ans, ça va commencer à changer. D'abord, les réformes dont nous parlons ne seront plus les réformes politiques, mais ce seront des réformes techniques, des réformes basées sur le fait que je veux que ces réformes m'aident à produire un résultat. Et ce résultat, c'est la création de ce bien-être. Et vous voyez déjà que les deux approches, quand le gouvernement et les leaders de l'opposition commenceront par travailler un peu ensemble, d'abord, il y aura de l'expérience acquise au niveau des nouveaux qui seront appelés à nous conduire après. Ça, c'est le point numéro 1. Au numéro 2, il y aura au moins la crise de confiance qui était là, va commencer par être dissipée. Et ce qui veut dire que la peur du lendemain de l'autre va commencer par s'effacer. Et au niveau, par exemple, de la diaspora, dire à quelqu'un de la diaspora aujourd'hui que si on envoie un conteneur et que c'est dédouané à 800 000, de 2018 à 2020, tu es Togolais, tu amènes ton conteneur, on te fait 50% de réduction. Il y aura beaucoup de Togolais qui seront, qui vont vouloir faire le commerce. Et à travers le commerce, on peut également absorber une grande partie de la main-d'œuvre togolaise. Donc, ce qui veut dire que tous ces éléments contribuent à la création de l'emploi. Et non seulement la création de l'emploi, mais la création d'un cadre de travail qui respecte, qui reflète, qui produit. Et quand on prend les multinationales, et quand les multinationales commencent par voir l'opposition et le gouvernement travailler ensemble, et ces deux entités reconnaître l'importance également des multinationales dans l'économie de notre pays, ils ne seront pas obligés d'encourager d'une manière souterraine les gens qui durent au pouvoir. Parce qu'ils sauront que, à la fin, tout le monde reconnaît également que nous, les multinationales, nous sommes vraiment importants pour ce pays. Et quand on prend par exemple l'opinion internationale, il aura pour rôle d'aider ce nouveau gouvernement, ce nouveau élan, en essayant d'abord de renégocier par exemple les dettes que nous avons pour le Togo et de revoir un peu les contrats unilatéraux qui font que des gens viennent acheter quelque chose à 100 francs chez nous, les transformer et revenir nous vendre ça à 3000 francs. Donc, ce qui verra que à la fin, tout le monde tous ces acteurs vont travailler pour créer un Togo, une révolution économique extraordinaire togolaise, sans violence, pour s'en servir comme modèle de développement dans toute l'Afrique. Donc voilà, au fait, ce que nous avons proposé, ce qui veut dire que la motivation de tous ces acteurs reviendra à celle du peuple, à celle de créer le bien-être pour ce peuple. Et en le faisant, ils vont satisfaire leurs inquiétudes personnelles. Parce que au niveau du gouvernement, il y aura une réduction de cette peur de lendemain. Au niveau de l'opposition, il y aura
cette opportunité de s'exposer à la jeunesse togolaise pour montrer de quoi ils sont capables, pour montrer leurs compétences à gouverner ce pays. Au niveau de l'acteur numéro 3, il y aura de l'emploi, il y aura la compétition des compétences. Au niveau de la diaspora, de la création d'emplois, l'investissement, multinationales seront à l'aise et l'opinion internationale jouera son rôle. Donc voilà ce que nous avons proposé comme plan de 2018 à 2020 qui va rassurer, qui va vraiment promouvoir le développement de notre pays, le Togo. Alors avant peut-être de transférer ces recommandations à qui de droit, des chefs d'État, Alpha Condé, Nana Akufo-Addo, ont entrepris quand même des discussions préalables avec des leaders de l'opposition et également avec le gouvernement pour une sortie de crise. Qu'est-ce qu'on pourra espérer à la fin de ces échanges? On s'oriente vers le dialogue proprement dit ou vers le référendum? Bon, là, comme vous l'avez dit au début, j'avais écrit un article où je disais que le Togo n'avait pas besoin de facilitateurs étrangers. C'était pour une raison spécifique que je soutiens, je continue à soutenir. Je vois mal comment, par exemple, un Alpha Condé peut pouvoir supporter la revendication de l'opposition pour un départ immédiat de M. Faure Gnassingbé. Même si le juge... Alpha Condé a été longtemps opposant avant d'accéder à la magistrature suprême en Guinée-Conakry. Justement, bon, maintenant il n'est pas opposant, il est président depuis quelques années. Donc ce qui veut dire que tout président devient son collègue. Donc ce qui veut dire justement que ces autres présidents ou l'opinion internationale ne pourront que créer un cadre de confiance où les discussions seront un peu apaisées. Mais une discussion apaisée ne veut pas obligatoirement dire une résolution. Parce qu'il y a deux manières de résoudre une crise. Soit tu peux faire taire la crise, et quand tu fais taire la crise, il faut être sûr que la crise reviendra un jour. Soit tu résous la crise profondément à jamais. Donc là, avec les facilitateurs, je ne vois pas d'autre chose que de créer un cadre pour que le calme puisse régner. Et quand le calme règne et qu'il n'y a pas vraiment une culture de la bonne foi, nous pourrons avoir des résolutions aujourd'hui qui demain ne vont pas réellement avoir des répercussions positives sur le bien-être de notre pays. Et c'est de ça que... Ah oui, mais puisqu'il y a une crise de confiance entre les acteurs, on ne peut jamais s'asseoir et parler tant qu'il n'y aura pas de facilitation, il n'y aura pas un facilitateur étranger. Hein. Donc vous voulez me dire qu'au Togo, il n'y a pas des gens compétents qui peuvent résoudre des crises, qui peuvent jouer le rôle de facilitateur? J'ai entendu les leaders de l'opposition dire qu'il y a une crise de confiance qui est vraiment perceptible. Donc, est-ce qu'on peut prendre quelqu'un pour jouer le rôle de facilitation au Togo s'il n'a pas un bord politique? Et justement, c'est l'erreur que nous sommes en train de faire dans ce pays pour penser que nous avons seulement deux bords. Nous avons plus que ça. Et on ignore souvent le peuple. Et alors que le peuple, c'est l'élément le plus important. Et quelqu'un qui est du bord du peuple, c'est quelqu'un qui peut voir le positif du parti au pouvoir et le positif de l'opposition pour pouvoir l'appliquer au peuple. Mais quand tu es d'un bord et que tu veux le chef de l'autre, tu ne verras que les négatifs de ce bord. Alors qu'il pourrait avoir des décisions positives d'un côté et les décisions positives de l'autre côté. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où toute traction de l'opposition est vue certainement par le pouvoir comme un moyen de le faire descendre. Et toute décision du pouvoir comme un moyen de contourner l'essentiel. Ce qui fait que les gens, on s'est créé cette crise de confiance dans nos idées. Mais revenons à l'essentiel. Revenons à ce que le peuple cherche. Si UNIR est avec ce peuple et UNIR reconnaît qu'il y a des millions de Togolais qui sont en manque d'emploi, au lieu d'aller lancer des projets ou bien d'aller faire appel aux investisseurs, pas aux investisseurs, à la main-d'œuvre étrangère, à employer nos jeunes, créer des opportunités pour absorber la main-d'œuvre. Et si vous êtes de l'opposition ou vous êtes de l'UNIR, vous reconnaissez que le bien-être du peuple est ce que vous poursuivez. Mettons-nous ensemble pour le construire. Donc, quand il n'y a pas vraiment cette motivation unique
peu importe le facilitateur qu'on aura, même Jésus-Christ, quand il va revenir aussi, les gens n'auront pas la bonne foi, les gens vont prendre des décisions. Et retenez également que entre n'importe quel accord qui sera signé aujourd'hui et 2020, il y a une élection qui vient. Et ça, c'est aussi un problème, parce qu'un accord n'a pas plus de poids que la loi ou bien la Constitution. Donc, ce qui veut dire que tout peut être joué si la bonne foi n'est pas mise en avant. Et cette bonne foi ne pourra être mise en avant que lorsque l'inquiétude des acteurs trouve leur solution. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Parce que les facilitateurs, bien sûr, vont nous aider à créer le cadre de dialogue paisible, mais est-ce que ça nous oriente vers la vraie résolution de notre crise? Le problème du Togo ne se situe pas seulement à un problème politique où quelqu'un veut garder le pouvoir ou bien quelqu'un d'autre veut avoir le pouvoir. Ce problème est plus profond que ça. Il faudrait que les jeunes trouvent à manger. Alors, c'est parce que les jeunes ne trouvent pas de l'emploi à manger que certains sont tentés à partir en aventure avec les corridors dans le désert ou pour atterrir du côté de la Libye. Alors, l'actualité, c'est également cette traite qui ne dit pas son nom, où on vend des Noirs comme esclaves en Libye. Vous avez quand même suivi cette actualité depuis déjà quelques semaines. Alors, il y a tout un foisonnement de réactions. Alors, quel est le vôtre par rapport donc à cette situation qui se pose actuellement? D'abord, c'est vraiment une peine pour notre génération d'être dans cette situation. Mais je dirais que ça peut arriver à n'importe qui. Lorsque je partais aux États-Unis, je ne connaissais pas vraiment beaucoup de personnes. Et je n'allais pas vraiment chez quelqu'un. Ce qui peut dire que dans mon séjour, je pourrais être victime de quoi que ce soit. Mais j'ai choisi d'être peut-être un héros en mourant ailleurs que de vivre ici autour de ma famille et de galérer tous les jours. Donc vous comprenez la motivation de ceux qui tentent cette aventure-là. Justement, même aujourd'hui, après même ces publications et autres, il y a des gens qui s'apprêtent à encore partir parce qu'ils jugent peut-être que c'est mieux d'aller être vendu et de pouvoir vivre en sécurité que de rester dans un pays où les ressources sont pillées par un clan et qu'il n'y a pas vraiment un système judiciaire qui vous adosse, qu'il n'y a pas vraiment un engouement à aider à l'épanouissement de la jeunesse. C'est pas quelque chose que j'encourage parce que je dis toujours qu'il y a une différence entre raisonner et donner raison. Le raisonnement du jeune, c'est quoi? C'est de prendre vraiment c'est-à-dire l'initiative d'entamer quelque chose, d'aller ailleurs et de se chercher et voir ce que ça peut donner. Mais le grand problème, le fond de ce problème, c'est la malgestion de nos ressources. C'est la malgestion de ce que de quoi regorgent nos peuples. L'Afrique n'a même pas besoin de voyager. L'Afrique a besoin de produire ce qu'on consomme et de pouvoir et réduire, voire éliminer ce que nous importons. C'est possible, on pourra le faire. Aujourd'hui, si l'Amérique ou l'Europe a besoin de nous pour survivre, soyez-en sûrs, on va nous recoloniser. Nos chefs d'État, nos institutions, nos responsables doivent savoir qu'il y a un grand travail. Ça, c'est un appel de cœur qui se fait à travers le problème de Libye, que nous devons faire autrement pour que l'Afrique soit attractive aux Africains et que ces genres de choses ne se reproduisent plus. Justement, on dira que la Libye n'est pas hors, mais quand même, c'est un problème qui est dû au fait à la culture de la misère que nous faisons dans nos sociétés. Donc il faudrait que tous les acteurs de tous bords prennent conscience et réagissent le plus vite que possible afin de créer des cadres, de créer des emplois, de créer des conditions qui feront que nous n'aurons plus de fuites de cerveau ni de fuites de nos forces physiques. Donc vous pensez que les dirigeants africains ne font pas assez véritablement pour créer les conditions idoines pour le mieux-être de leur population? On ne pourra juger que par le résultat. Le résultat, c'est que les Africains partent aujourd'hui en Libye pour être vendus. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne font pas assez.
Bon, je ne dirais pas que tout le problème se repose sur eux, mais il y a une grande partie, une majorité de ce problème qui se repose au fait de la malgestion de nos pays, de la malgestion de nos institutions, de la malgestion de nos communautés. Donc, je dirais, le résultat est là. S'ils font assez, je pense que les Américains vont vouloir le visa africain, vont vouloir le visa togolais et autres. Ils ne font pas assez, selon moi. Alors, on sait que les jeunes Africains souffrent dans leur propre pays, vous l'avez dit tantôt, et ce n'est pas aussi difficile de les conseiller de rester dans leur pays tant que la situation n'est pas harmonieuse, parce qu'on peut pas être dans son pays et vivre la misère. On préfère partir pour aller trouver un Eldorado ailleurs. Justement, c'est ce que je suis en train de dire, parce que si j'ai lu sur les réseaux sociaux là où les gens disent s'ils peuvent dépenser 3 000, 4 000 pour pouvoir voyager, et pourquoi ne pas investir dans le pays. 3 millions ou 4 millions. Hein? Oui. Ouais. Donc là, je parlais de dollars. Oui. Ouais. C'est-à-dire, là, par exemple, ils ont raison d'une partie, mais j'ai connu des frères de la diaspora qui sont venus dans ce pays, qui ont investi des millions, et à la fin, rien n'est sorti de ça. Ils n'ont rien eu en retour. Donc, ce qui veut dire que quelque part, ce n'est pas le fait de voyager avec les 3 millions, ce n'est pas le fait d'avoir 3 millions, 4 millions qui va te faire réussir dans un pays comme le Togo. Parce que le cadre ne te le permet pas. Mais je sais que dans toute situation de crise, il y a des gens qui arrivent quand même à le faire. Et je les encourage, je les apprécie. J'apprécie tous ceux-là qui, malgré la situation, arrivent à trouver des idées géniales pour pouvoir s'en sortir. Et aussi encourager les autres à le faire. Mais quand même, soyez rassurés que quand le cadre d'investissement n'est pas propice, peu importe le cas, le jeune Africain, même avec 5 millions, préférerait voyager que de rester dans ce pays. Vous avez suivi aussi l'actualité, c'est la démission de Robert Mugabe. C'est finalement assez sage pour lui de partir à un moment où vraiment l'armée a fait un coup d'État sans effusion de sang, même si l'armée ne voulait pas dire que c'est un coup d'État. Oui, justement, je salue sa décision, mais que je ne pourrais pas être en mesure de qualifier de sage, parce que cette sagesse devrait venir depuis. C'est pas après cette tentative de coup d'État qu'il sera en mesure de le dire, comme s'il est forcé de le dire. Mais peu importe le cas, c'est mieux que rien. Il a finalement accepté, même si c'est sur pression. On a vu Yaya Jammeh qui est parti, et voilà encore un autre qui part, et peut-être bientôt un autre aussi qui partira. Mais il faut que le derrière soit rassuré, c'est le plus important. Il faudrait que le départ de ces gens puisse être notifié dans la vie de la jeunesse africaine. C'est ce que je dirais. Merci, Dr Kodjovi Obenton. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Nouvelle Vision. Merci d'avoir décrypté l'actualité politique avec nous dans cette émission 1 heure de vérité de ce mercredi. Merci beaucoup et passez quand vous voulez. On est ensemble. Je vous remercie. Merci à Sébastien Kelly pour la mise en onde de cette émission à mercredi prochain pour le décryptage de l'actualité géopolitique du Togo. Salut.